bien reposé et puis là c'est lundi donc c'est retour au bateau, préparation de toutes les affaires. C'est pour moi le plus gros challenge que j'ai jamais réalisé. Enfin, c'est complètement fou. J'ai l'impression de revivre ma première mini transat quand je suis partie à 18 ans toute seule traverser l'Atlantique. J'ai l'impression que c'est la même chose. Un peu de stress, un peu d'excitation et un peu de tout. Ouais. Après, je pense que j'ai plein de choses à découvrir par moi-même et ça va être difficile de parfois passer du double au solo, de se réhabituer à tout devoir faire, mais c'est tout le challenge est là-dedans en fait, je pense. C'est la première fois que je fais aller en double et revenir en solo. Ça ne paraît pas, mais même si c'est à deux, c'est quand même dur ces courses. Quand tu arrives, puis là, tu mets 3-4 jours à faire autre chose, un peu à c'est pas comme si on arrivait à la maison, tu arrives en vacances quoi. Donc, je trouve que c'est pas évident. C'est toujours un peu ce petit flottement d'arrivée de course, t'es un peu cotonneux quoi. Plus dur que ce que je pensais. Au début, je suis bon, ça va, je fais la Jacques Vabre, après une semaine, bon, ça ira quoi. Mais en fait, non, c'est vrai que c'est dur. Alors, on dort pas bien en plus. C'est pas facile de redormir, les petit aparté pour les vieux. C'est plus difficile que quand on a 30 ans. Violette, elle va dire, moi, je dors 8-12 heures, je pète le feu. Je vais plutôt bien, ouais, ça va bien parce que j'ai eu le temps de me reposer. C'est encore plus facile de repartir tout de suite après parce que je suis encore dans l'énergie de la course où j'ai encore tous les souvenirs en tête de la nave, du rythme à bord, etc. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai envie de vite repartir, c'est que comme ça, j'ai pas le temps de trop cogiter et de trop me poser et d'avoir trop de doutes en fait. Moi, le retour à la base, c'est vraiment la première fois où je vais me retrouver dans la même situation que le Vendée Globe, donc toute seule sur mon bateau, en course. Et du coup, c'est un vrai entraînement et c'est pour ça que c'est une première étape pour le Vendée Globe en fait. Je pense aussi à un autre truc que j'appréhende un peu, c'est de savoir comment je vais être émotionnellement, si je vais pas avoir trop de peur, trop de doutes, trop de stress. D'un autre côté, avoir les autres autour, c'est une sécurité et en plus ça va permettre de rassurer sur ma trajectoire parce que je sais qu'il va y en avoir 15 qui vont partir dans ce sens-là, peut-être 5 dans l'autre sens. En termes de navigation, de gestion du bateau et tout, pour moi ça change tout parce que oui, on est fatigué quand on arrive parce qu'on a quand même poussé les limites. Mais naviguer en double, c'est pas 2 fois plus facile, c'est 10 fois plus facile. Bien, ça change tout, quoi. Et oui, quand t'es tout seul, il faut décider tout seul. Et c'est ce qui est difficile, c'est ce qui est chouette. Ah ouais, tu passes ton temps à te demander si c'est le bon choix, quoi. Quand j'ai un sac de 80 kg, une voile à emmener de l'arrière à l'avant, tout seul, des fois, j'arrive pas. Ça me prend un quart d'heure et des fois, j'arrive pas, quoi. J'arrive pas à passer la voile par-dessus le cockpit. Donc, des fois, je m'y reprends à 2 fois, quoi. Je reviens plus tard. J'ai un peu hâte de tout, en vrai, de tout découvrir. Enfin, je sais pas, j'ai envie de savoir comment je vais me débrouiller. Je suis trop curieuse de savoir si je vais y arriver ou pas. Et en fait, je pense que c'est un peu me donner un défi et c'est ça dont j'ai hâte. Let's just take a little bit of a look at the weather that we're going to expect on the way home. At the moment, the routing is looking pretty fast for everyone. So it's saying kind of between 10.5 and 11.5 days. But the difficulty is going to be deciding where to set the limits of how big the waves I want to sail in are and how much wind I want to sail in. So let's just have a little look. So this is the situation at the start. You can see we're down here and we've got the fairly light but traditional kind of trade winds. And so our initial route just takes us up to the north because you can see there's no wind here, but also it's dead upwind. So we can't really just sail straight to the finish. So we're going up to the north, and to the north of us there is an area of high pressure here that effectively we're going to try and get around the top of. So this then will be day 4 here, and we can see there's a low pressure system above us here and a high pressure underneath us, and this is the first time that we actually hook into some big breeze here where the wind is being squeezed between them. And then you can see that my routes actually split here, and this is because I've given them different parameters for wave height and wind strength, and kind of the more gentler ride will be to the south and the faster ride will be to the north.
but you can see there's a low pressure system here developing and one here as well. And there's some very big wind there inside there. So that is 45 knots there. And if you stay further to the south, you can see there's 30 knots. So around here, it's going to be interesting to see how the fleet splits. So this is actually on day 5. And then we kind of lose this low pressure system here, and then there's another one coming in behind us, and then another one here as well. So you can see by the time we get into the finish, there's this one chasing us here, which could be a little bit of a problem. But it's very fast downwind, and pretty breezy at the end. So really everything about this race is going to be about managing risk. It's an interesting forecast. I mean, the first bit is pretty simple, and it's going to be a bit of a drag race to the north for 3 days. It should be some fun sailing. I think what we'll see is that the newer boats will be faster and will start to gain a lead in those first 3 days. And I think certainly for us in Medaglia, we'll kind of try and stay within striking distance, but this first part of the race is about straight line speed. And then once we go around the top of that first high pressure system, that's when different people's strategies will kick in. At the moment, I think it's too early for me to kind of make a judgment on where we're going to sit in terms of how aggressive a route I will take. I think it depends a little bit on how I'm feeling, how the boat's feeling when we get up there, but also that is 5 days away still. So the forecast will evolve. The pressure systems may take different trajectories, they may develop in a different way. And so at the moment, kind of the only thing that's clear is that pattern of going to the north and then hooking into the depressions. But the kind of wider details of what the route will look like, I think, are still yet to be unfolded. But I guess, I need to bear in mind that our overall objective is now to kind of get the boat home so that we can start the final changes before our Vendée next year. We've already suffered damage to our mainsail in the last race, so my sensible head probably needs to lead my heart, but I think you all know that sometimes my heart doesn't listen. We'll see. C'est le premier jour là où je reviens au bateau. Je me retrouve dans du casse-tête à nouveau, de météo. On espère juste tous, je pense, là, avoir une situation facile pour le retour. Donc voilà, faut se remettre dans une bulle, quoi. Hey, Bibiche! Ça va, ma poule? Alors, le retour. Donc on part de Fort-de-France, la magnifique baie de Fort-de-France, jeudi à midi heure locale. On va contourner l'île et puis dans la mer des Caraïbes pour rentrer dans l'océan Atlantique. Vu la météo actuelle, on va devoir remonter au vent. Et du coup, en gros, on va faire le nord. Et la raison qu'on fait le nord, c'est 2 raisons. Et ça c'est motivé par les 2 gros systèmes météorologiques. Quand vous regardez la météo, les zones bleues, c'est les zones sans vent. Parce que moi, j'avais en tête qu'on va faire... Ça, c'est l'anticyclone. Lui, le petit saut, il fait gauche, droite, en ça, haut ça et en bouge bas. un peu dans tous les sens. Ouais, Ouh, c'est il sûr. est pas cool avec nous quand même. Et du coup, ça, je te présente le DEP. Ah, rouge. Point chaud. Bah, rouge. Bah oui, nickel. Ça, dans l'océan Atlantique Nord, on a ce qu'on appelle un flux dépressionnaire. Donc ça part de l'Amérique, des Ouais. fois un peu du milieu, d'Islande, ça dépend. Ça... Du coup, c'est les gros systèmes super puissants qui tournent dans leur sens par rapport à lui. Et Les du coup, vents. ça va créer un couloir de vent qu'on va aller chercher. Donc c'est un système nuageux avec l'activité qui va pimenter
remonter la ville. On a le vent qui est totalement opposé aux vagues. Et vu que les vagues et le houle est créé par le vent, dès que ça tourne, ça part en conflit. Et nos bateaux sont plus capables d'aller très très vite dans ces conditions-là. Il va falloir être bon sur le passage du front. Qu'est-ce que c'est un front? C'est une zone un peu orageuse, avec un changement d'angle de vent sur 2000 km de long, 3000 km de long, ça peut être très très grand un front. Et l'objectif, c'est d'être assez bon et rapide pour rester devant le front un maximum de temps. Dans la stratégie, il y a plusieurs points très importants. C'est que quand on prend la décision au niveau des Bermudes de renvoyer sur une route est, il y a le passage des Açores. Et quand on décide de passer au nord ou au sud des Açores, on va décider aussi si on va arriver sur la côte bretonne par la Corogne ou par l'Irlande. Ouais. Le point de décision, il va se situer au niveau Autour des des Bermudes. Bermudes. Et à ce moment-là, les routes, 20 degrés d'écart ici, vont faire qu'on va arriver ou quasiment même au Portugal ou en Irlande. Plus on peut s'éloigner des Açores, mieux on se porte en hiver. Après, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais l'important dans toutes ces routes-là, c'est de ne pas se faire piéger par une grosse dépression. Et ensuite, on a l'arrivée dans le golfe de Gascogne qui, lui aussi, il a son sein de réputation. Et du coup, il faut qu'on est capable de naviguer cette transition entre 4000 mètres et 400 mètres sans être explosé par les vagues et sans qu'on soit trop explosé non plus avec la fatigue accumulée par cette chemin de champ de patates. Je pense qu'on arrive pour le 11-12, un truc comme ça. Il a un certain force de magnétisme pour nous attirer au plus vite. Ouais. Jamy, Ouais. on prend tout là. C'est Jamy. Très bien. Hello everyone. So we're off. My first solo transat. My first impression is the boat's quite big. I got a little bit wet trying to get the sail into the bag, and it took a bit longer than I expected. And anyway, whatever. Well, we're 2 hours in, and I've just got the sails sorted. So anyway, we're in good company. We've got Thomas just here behind us, and we've got Boris and Malaysia just below us, and then 4 boats ahead of us. So yeah, we're in the right pack. So I'm happy to be here, and yeah, see what it's like going solo. See ya. Ah bah, super excitée. J'ai vraiment hâte de partir et faire du solo sur mon beau bateau Initiative Car qui a beaucoup évolué cette année. Mais un peu stressée aussi parce que j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas fait une vraie course en solo. Les bateaux sont puissants, il faut maîtriser tout ça tout seul. Mais j'ai eu une super année cette année et la Jacques Vabre, notamment avec Jack, j'ai beaucoup appris et pris confiance aussi. Donc j'ai une super équipe derrière moi. Donc j'ai hâte d'aller faire ça. Ah bah oui, bien sûr, il y a mieux que de faire une belle Transat Jacques Vabre juste avant de repartir en solo et oui, pour un peu confirmer tout ce qu'on a appris cette année et confirmer aussi que le bateau il est capable. Donc maintenant c'est à moi de... Ouais, je pense que je vais juste l'écouter mon bateau parce que lui il sait faire. Moi j'ai plus une mentalité d'apprentissage. Donc c'est d'essayer de retrouver les mêmes sensations qu'on avait à deux sur la Jacques Vabre, mais sans prendre des risques sur les manœuvres et les choix de voile, parce que c'est ça où toute seule c'est beaucoup plus long si on se trompe de choix de voile ou si on rate quelque chose dans une manœuvre. Donc c'est un petit peu différent. Donc une fois je suis avec des bonnes voiles au bon endroit, après oui on peut lancer le bateau et se faire plaisir. C'est le fun de cette année-là et j'aimerais bien de continuer l'année comme j'ai fait toutes les courses cette année, qui a commencé avec presque un tour du monde puisque j'ai fait une étape de Ocean Race aussi. Donc ça fait beaucoup, une année remplie de navigation et je veux vraiment tirer sur tous les souvenirs de toutes les courses que j'ai faites en équipage, en double pour clôturer cette année. Et bien sûr, oui, c'est un pas vers le Vendée Globe. C'est sûr, et cette trajectoire qu'on fait et le métier qu'on a va ressembler vachement à ce qu'on imagine d'avoir dans la mer du Sud. Donc c'est peut-être même la dernière opportunité d'avoir les conditions du mer du Sud. Et là, c'est super excitant de pouvoir tester les voiles, les configs et voir si on arrive à dormir dans ces conditions-là.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce live exceptionnel du retour à la base 2023, la dernière course IMOCA de la saison. Qui dit course exceptionnelle dit invité exceptionnel. Je suis ravi d'accueillir Loïs Béréard. Loïs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue en Martinique pour le départ du retour à la base. Donc Loïs, tout simplement 3e de la dernière solitaire du Figaro, vainqueur de la Transat double en mixte qui est arrivée un peu plus haut que la Martinique puisqu'elle est arrivée à Saint-Barthélemy au mois de mai, c'est voilà. ça. Voilà. Et qui vient de faire la Transat Jacques Vabre avec Romain Attanasio. Donc on compte sur lui pour son avis expert et technique pour commenter les bateaux. Comme vous voyez, je vais faire au mieux. On sait que tu es doué pour improviser. Vous voyez derrière nous qu'il y a du soleil, mais aussi des nuages gris. On est un petit peu entre les grains. Avant de vous faire un petit panorama de la course, je voudrais vraiment remercier toutes les équipes du retour à la base et de la classe IMOCA de nous faire confiance et de vous proposer ce live avec toute l'équipe du Offshore Social Club. La fine équipe est là avec Grégoire aux manettes derrière ses batteries, Manon Le Guen au drone et aussi JB à la caméra, Adrien François en régisseur. Donc voilà, toute l'équipe est là au complet. On va vous montrer un petit peu les bateaux. On est actuellement... Et voilà, couper le plus proche possible du alors signal. Alors que pour vous dire, en fait, nous sommes au milieu de la flotte, donc on a du mal à visualiser la ligne pour vous filmer ce départ au plus profond de la flotte. Entre les bateaux, ça se bouscule au bout de la ligne. On a Johan Richomme qui arrive comme une balle avec Benjamin Ferré. Ils vont pousser Damien Séguin et Boris Herman. Charal qui essaye de se faufiler et de trouver une place sous le vent de Louis Duc. Thomas Ruyant et Romain Attanasio déjà bien lancés. Ouais, donc là, en fait, les bateaux qui sont sous le vent sont prioritaires par rapport aux bateaux qui sont au vent. Donc ils peuvent... Minute du départ. Une minute du départ. Okay, et c'est parti. Ok, donc on est dans la minute. Donc là, c'est vraiment les derniers instants. Et donc il y a une grappe de bateaux là sous. Ça a l'air même chaud, hein, Loïs. Ça a l'air même chaud. Je vois Clarisse qui a son J2 complètement déventé, qui doit ralentir à fond. Pareil pour Thomas Ruyant. Top départ. Non, une minute. Une minute du départ. Une minute du départ. Là, les bateaux doivent pas trop avancer. Vous voyez Conrad Coleman qui abat en grand sur la ligne. Fabrice Amédéo, lui, qui part dans l'autre sens, qui essaye de lofer pour ralentir. Ça va être chaud, ça va être chaud. Antoine Cornic qui est très bien placé. Il aura pas beaucoup de bateaux pour le déventer sur Human Immobilier. Il est prêt à lancer son bateau. Samantha Davis en opportuniste tout au vent de la ligne. Elle a personne pour venir la déranger. Elle va devoir par contre faire un tout petit peu d'angle, donc potentiellement aller moins vite. Mais elle est lancée là. Ouais, bah, c'est ça. On voit qu'il y a des bateaux qui sont... c'est sûr que le côté de la ligne sous le vent est plutôt favorable, mais par contre il y a beaucoup de monde et ça se bouscule un peu au portillon, donc c'est pas forcément un positionnement facile. Et on donc, est dans les dernières secondes. Sam Goodchild qui se faufile sous la Micaline, qui va aller déventer Romain Attanasio. Thomas Ruyant qui est toujours très bien placé. Ça se combat avec Jérémy Bayou. Ils ont envie de se marquer les deux. Le taureau est pris par les cordes. Allez Charal. Derrière, Johan Richomme qui a lancé le bateau. Regardez, s'agite, c'est parti. Bureau Vallée qui fait aussi un excellent départ. Et c'est parti. Et c'est parti, ça a loffé. Tous les bateaux ont coupé la ligne. Ouais, donc là, il n'y a pas beaucoup de vent pour l'instant. Donc les bateaux sont un peu... à une allure, on va dire qu'ils ont le vent qui vient de derrière, pas très fort, et ils n'ont pas non plus les plus grandes voiles du bord. Donc pour l'instant, ça a un peu des allures de départ au ralenti, mais ils vont pas tarder à choper plus de vent dans la baie de Fort-de-France, et on devrait voir les bateaux décoller dans pas très longtemps. A priori, Loïs, pas de départ volé, on n'a rien entendu à la VHF. On voit que les bateaux sous le vent sont un petit peu déventés les uns les autres. Donc par exemple Sam Goodchild qui est parti un peu plus au vent du paquet a l'air d'avoir du vent frais pour faire sa route, et il est plutôt bien positionné en tête de flotte. En tout cas, très très beau départ un peu des favoris, hein, j'ai envie de dire. Jérémy Bayou, Sam Goodchild, et puis très beau départ aussi de Fabrice Amédéo là, qui est dans le paquet avec les bateaux. Ça glisse pour lui, ça va le mettre en confiance là sur la Transat. C'est toujours agréable de prendre un bon départ en solitaire sur un bateau compliqué, et là il est très très bien positionné et il devrait pas être déventé. Ouais, tout à fait. Bah là on peut voir que du coup dans les bateaux qui sont partis sous le vent, c'est Paprec, Arkea et Charal qui s'en sortent le mieux.
Et on voit Sam Goodchild qui est un peu plus au vent, qui était en approche de la ligne un peu au vent, qui est bien aussi. Et le reste des bateaux qui sont un petit peu déventés sous le vent. Et donc voilà, là le vent n'est pas très fort, donc c'est pas l'idéal. Mais voilà, on va bientôt les voir démarrer. On voit pas à l'image, mais il y a un grain qui est au vent de la baie de Fort-de-France qui devrait nous amener du vent. Et on espère vous montrer des images d'IMOCA en vol dans quelques minutes. Alors je vois des bateaux dans les commentaires de bateaux pour lesquels on n'a pas pu encore faire de points. Je pense à Denis Vandenberg, le Belge. Il est plutôt au vent de la flotte, donc rassurez-vous, il est bien là pour tous ceux qui regardent le live. Il est plutôt à côté d'Initiative Cœur, donc très peu déventé par les autres bateaux. Il va pouvoir faire sa route tranquille. Et donc c'est reparti. Tu disais creuser encore un peu plus l'écart. C'est marrant, hein, Loïs, il a vraiment touché une risée que les autres n'ont pas touché. Il a vraiment pu en profiter pour accélérer. Et on voit en arrière-plan Johan Richomme et Boris Herrmann qui sont pas du tout dans le même vent et qui sont un petit peu posés par rapport à Jérémy. Alors que là, sur Vivons Fort, ça commence vraiment presque à s'envoler. Là. Il y a eu une petite action qui a été de lofer, donc de pousser la barre pour aller chercher un peu plus de vent et du vent plus serré dans les voiles. Les autres sont, à un moment donné, ils vont sûrement tenter le même mouvement. Et donc on verra quelle trajectoire aura été plus payante, soit la sienne de Lofeto, soit d'attendre un peu. Alors, donc ce qu'il faut faire attention à se retrouver avec le arrière et donc à faire plus de route que les autres. Donc voilà, c'est un peu l'enjeu là dans cette traversée de la baie de Fort-de-France. Alors qu'on voit Jérémy à l'avant de son bateau là, qui est allé remettre la chute de son J2 à l'intérieur, observer un petit peu ses réglages. Et voilà, ça retourne à l'arrière. Il était à la barre pendant le départ et là il est passé en mode muscle et régulation des voiles. Il a fallu dérouler. Peut-être qu'il va réajuster un petit peu, on va voir. Le bateau est un peu en train de se reposer. J'ai l'impression que ce nuage est plutôt en train d'aspirer le vent que d'en projeter. Donc en tout cas en avant de ce nuage, le vent ça va compliquer le contournement de pointe. Donc il faut faire attention de ne pas trop se coller à la pointe pour pas être trop dans le dévent. Et on voit que Boris il a décidé d'un positionnement par-dessous. Et voilà, vu la situation, c'est peut-être vous c'est très prudent, on le voit encore sous GV seul. On espère mon cours d'énergie. Loïs entre un petit peu de vent, entre le vent du grain et puis le vent un petit peu plus léger qu'on avait au moment du départ. C'est un petit peu en train de se recalmer là pour l'ensemble des concurrents. Mais c'était quand même assez chaud ce départ, hein, Loïs. Genre, on a vu quand même des bateaux qui ont manœuvré vraiment dans les dernières secondes. Ouais. Même si certains disaient qu'ils ne voulaient pas venir pour la régate, mais juste pour se qualifier, on a vu que finalement c'est des promesses. Que la course est lancée. Non, c'est sûr, c'était marrant d'ailleurs. On aurait dit un départ de Figaro alors qu'ils étaient sur leur bateau. Ils
sont arrivés il y a 10 jours, mais ils sont quand même bien en forme et ils ont déjà les crocs pour repartir. Hein. Ça, en tout cas, ça a vu la chouette. On voit les bateaux qui sont partis au vent, Initiative et je sais pas quel est l'autre bateau, mais ça a l'air d'être compliqué parce que du coup ils se retrouvent avec le vent qui vient de derrière et du coup ils vont probablement être obligés de faire des empannages pour aller jusqu'à la pointe et ça c'est pas idéal puisque du coup ils vont être obligés de faire un peu plus de route. Là il semblerait très clairement que le côté sous le vent de la ligne était clairement favorable, hein, donc on verra au passage de la pointe, mais a priori c'était payant comme ça. Ouais, alors là on est sur une zone un petit peu particulière puisqu'on a en plus plein de casiers, donc va falloir garder les yeux bien ouverts pour les skippers, c'est un petit peu la problématique. C'est pour ça que sur le tracking vous allez voir une grande zone interdite au sud-est de la Martinique, qui est une zone où il y a de nombreux DCP, donc c'est des dispositifs de concentration de poissons qui sont utilisés par les pêcheurs locaux, qui ne sont pas forcément facilement visibles, surtout en solitaire, et du coup la direction de course a essayé d'interdire cette zone, ou a décidé d'interdire cette zone pour éviter les collisions et les blocages de filets ou de dispositifs de pêche dans la quille ou les appendices des bateaux. Mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres casiers sur la route et qu'il faut être bien vigilant. Sam Goodchild actuellement là toujours quasiment en deuxième position juste derrière Jérémy Bayou, toujours concentré. Il a déroulé son J3 tout à l'heure, reroulé là dans la molle. Et puis derrière toujours Boris Herman qui a pris un très bon départ, toujours sous le vent. Alors, on le voit avec un safran relevé, déjà essayé déjà en mode je vais rester sur ce bord, quoi, hein. Non, mais il a un positionnement intéressant, Boris, parce qu'il a probablement un meilleur angle par sous le vent, donc on verra après le contournement de la pointe, mais je pense que son placement il est assez intéressant, et parce que les bateaux qui sont au vent, qui sont actuellement un petit peu plus en pointe, vont devoir abattre, ils vont devoir, comme on dit, pour pas la pointe et le dévent. Tandis que lui, voilà, il a déjà glissé dès le départ, donc il va pouvoir réaccélérer, relofer plus tard. Donc il aura probablement pas d'empannage à faire, alors que les bateaux qui sont partis vraiment au vent de la baie auront probablement des empannages à faire. Donc, ouais, là, on voit bien qu'on n'a plus que moins de 10 nœuds, hein, je pense 7-8 nœuds de vent. Tous les bateaux sont à plat, pas du tout de gîte. Et puis du coup le positionnement de Samantha Davis un peu au vent de la flotte est un peu plus en difficulté puisqu'elle a du mal à abattre dans ce vent faible, et la flotte est un peu en train de partir par devant avec le groupe de Johan Richaume et Sam Goodchild et évidemment Jérémy Bayou. Ouais, on voit que là les bateaux qui sont plutôt sous le vent à l'ouest de la baie, dans l'ouest de la baie, ont encore gardé un petit peu de pression, tandis que les bateaux qui étaient dans l'est, là ils se retrouvent un petit peu scotchés parce que là on a à peine 5 nœuds de vent et c'est un peu difficile pour faire avancer les bateaux. Mais bon, le vent devrait reprendre derrière le nuage et potentiellement du coup les bateaux au vent seront payés à leur tour. Donc ça va être intéressant de voir à la fin le dénouement qui aura fait le meilleur choix. Et on parlait donc des skippers qui doivent faire des milles en solitaire. C'est le cas de Sébastien Simon à l'image sur Groupe du Breuil, sur un bateau éprouvé qui a fait du Ocean Race mais qui vient de récupérer avant la course. Et du coup sûrement une course qu'il a hâte de faire pour venir tester son bateau avec cette grande voile pleine et compétitive. Ah oui, c'est sûr, ils ont eu des déboires, les pauvres, là, sur la route nord de la Trinidad-Jacques-Vabre. Il y a eu beaucoup de vent et des conditions de mer aussi très compliquées, et malheureusement, leur grand voile n'a pas tenu le coup et ils se sont bien battus jusqu'à l'arrivée à la Martinique pour quand même finir la course avec leur voile qui s'était concrètement ouverte en deux au milieu. Donc voilà, belle leçon encore de combativité.
En tout cas, merci pour vos commentaires qu'on suit sur YouTube, vos messages de soutien pour les skippers. Un grand merci aussi aux commentaires négatifs. Je pense à François Nourri qui propose de couper le son. Et c'est très bien, vous avez un bouton mute sur votre clavier et vous pouvez toujours l'activer si vous n'avez pas envie d'entendre les commentaires. Le but de ces commentaires, c'est de vous faire retranscrire un peu plus large que les images et vous expliquer pourquoi les bateaux sont là. Donc si vous n'avez pas envie de nous écouter, n'hésitez pas à couper le son. Sébastien Simon qu'on voyait aussi à la barre, donc dans ce cockpit fermé, on voit sa petite tête sortir de temps en temps, puisqu'il est vraiment sur un très très protégé. Et puis pour voir si les voiles, c'est pas forcément évident. Donc on le voit de temps en temps mettre la tête en dehors de son cockpit. Sébastien Simon, un concurrent que tu connais bien, Loïs, avec lequel tu as couru en Figaro. Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de faire ma première année de Figaro en 2018 sous les couleurs de Bretagne CMB. Il était skipper, il a gagné la solitaire cette année-là, donc on a créé un beau lien d'amitié. C'est quelqu'un que j'apprécie, donc voilà, je suis content de le voir repartir en IMOCA et performer, je l'espère, sur ce beau bateau pour le retour à la base. On imagine qu'il a hâte, on sait qu'il y a eu des années un peu plus compliquées et qu'il a hâte de remontrer que c'est un skipper sur lequel on peut compter en solitaire et qui est sur un bateau en plus aussi performant que le sien pour montrer à quel point c'est un skipper performant. Là on est Loïs dans un grain, il pleut, il fait du soleil, on voit Johan Richaume qui est complètement à l'arrêt alors que Boris Herrmann lui récupère un petit peu de vent. C'est vraiment un petit peu le lot des grains ici en Martinique. Alors on voit que Boris il a un beau positionnement parce que il s'est pas trop arrêté alors que là Charal et Force Planet ils ont bien ralenti alors que lui il continue d'avancer, alors pas très vite mais quand même plus que les autres, et donc je pense qu'il est déjà potentiellement en tête de la flotte et ce sera sûrement lui qui va ressortir à la pointe parce que il a réussi à glisser dès le début et donc avoir un positionnement un peu plus favorable en approche de la pointe. Mais là c'est sûr que dans le grain qu'on a ici en baie de Fort-de-France, c'est difficile de faire des pronostics sur d'où va tomber le vent et dans quelle direction. C'est pas évident là pour les marins qui partent pour une traversée de l'Atlantique de faire de la régate côtière dans des vents aussi changeants. Vous le savez si vous suivez la classe IMOCA depuis longtemps, notamment sur la route du Rhum, vous savez à quel point l'arrivée de cette course avec le dévent de l'île de la Guadeloupe est compliquée. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de relief sur la partie de l'île que les concurrents vont laisser sur leur bâbord, mais on retrouve un peu ces phénomènes-là. Et là, on est vraiment en plein dedans avec les IMOCA. Il va falloir vraiment jouer sur chaque petite veine. Dès que le vent va retomber de la montagne, réaccélérer dedans et en profiter. Armian aussi très concentré, il est aussi sur son cockpit protégé. Loïs, toi, est-ce que tu as beaucoup barré sur cette Transat Jacques Vabre? Alors, pas tant que ça. En fait, il y a des IMOCA dernière génération qui sont a priori vraiment géniaux à barrer. Et puis il y a certains bateaux qui sont vraiment conçus pour faire le tour du monde en solitaire, donc quasiment tout avec le pilote automatique. Et voilà, les postes de barre sont pas vraiment adaptés, ni les bateaux sont très durs à la barre. Mais figure-toi que j'ai quand même barré pendant presque 5 heures de rampe parce qu'on a eu des problèmes de pilote à un moment donné, donc il a bien. Et donc un peu contraint. Le bateau n'était pas vraiment adapté. C'est des bateaux très très physiques. Écoute, moi j'ai entendu sur la Jacob que Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ils barraient 16 heures par jour en moyenne. Ah ouais, apparemment ouais, leur bateau est fabuleux à la barre et ils se sont régalés, ils ont barré, donc ça me ferait bien plaisir d'essayer un jour parce que pour l'instant j'ai un souvenir plutôt de bateau imbarrable, donc pour un bateau de cette taille là avec des foils comme ça qui réagit au doigt à l'œil, ça doit être bien sympa aussi. Alors on va quitter un petit peu la tête de flotte, donc petit rappel des positions, Boris Herrmann très très bien placé, Charal qui mène le groupe de Thomas Ruyant, Sam Goodchild, Sébastien Simon et Fabrice Amedeo. Et là on va aller voir Piper qui était demandé dans les commentaires, et également Clarisse, Conrad Coleman évidemment, notre néo-zélandais favori sur Mailbox, etc. Et on va glisser un petit peu sur cette flotte qui, elle, subit un peu le gros dévent du grain. On voit Nicolas Luneven aussi qui est emprisonné dans ce peu de vent. Et on va descendre un petit peu vers eux là.
également Violette et Guirec, on n'en a pas parlé, donc Guirec qui a fait plutôt un bon départ, qui est lancé là en milieu de flotte, on va le croiser bientôt en image. Alors on voit les bateaux qui étaient partis sous le vent mais un petit peu en retard, à l'image de Clarisse ou MACSF, il y a Apicil aussi, Holcim, ils sont un peu dans le nuage, dans le grain et ils sont un peu scotchés. Donc ils vont bientôt retrouver du vent, mais là pour l'instant c'est un peu, ça a l'air d'être un peu compliqué et ils n'ont pas grand chose à faire que malheureusement de plus qu'attendre que le grain et que le nuage passe et pour remettre du vent dans les voiles et allonger la foulée, parce que là pour l'instant c'est un peu difficile, ils sont un peu scotchés. À l'image vous avez l'ami Arnaud Boissière sur l'ami Caline, évidemment, un concurrent qui est vraiment chevronné de la classe IMOCA, puisque ça fait 16 ans qu'il court en IMOCA, qui a fait vraiment aussi un bon départ sur son foiler. Et du coup il doit être content là d'être dans le groupe de tête. On le voit avec un bateau déjà bien optimisé, safran relevé, et puis pas mal de voiles d'avant aussi devant, prêt à anticiper les changements de vent sous le dévent de l'île. Et là il y a Charal là, qui est vraiment en train de se scotcher dans un grain, alors que les bateaux sous le vent continuent à avancer. Donc là c'est au moment de... Est-ce qu'ils vont devoir empanner maintenant ou essayer de passer à travers la molle? Là il y a un bel enjeu pour savoir est-ce que je fais un peu plus de route mais dans plus de vent et du coup j'arrive à... Incident technique, on n'a pas plus d'informations, ce sera sûrement sur le site de retour à la base très bientôt. Faut savoir que, encore une fois, la ligne va rester longtemps ouverte, il va devoir attendre un petit peu avant de repartir, s'y rendre réparé, mais il devrait revenir très vite sur la course. On sait que Sébastien Marseille a mis beaucoup d'énergie là pour affronter ces problèmes de gréement pour arriver ici en Martinique, donc on peut compter sur lui et son équipe pour repartir très vite. Alors on a beaucoup de demandes pour Denis et Violette qu'on va essayer d'aller voir, c'est promis, et de François Guiffant aussi, avec sa magnifique grand voile peinte avec un œil dedans. Et on est en train de rejoindre ce groupe, donc dans pas longtemps vous devriez les voir à l'image. Là actuellement c'est plutôt la carte postale de la Martinique avec le Fort de France et l'arrière de la flotte juste derrière. Beaucoup de questions. Jean Le Cam va arriver ici que dans quelques jours. Je crois que c'était prévu pour le 4 décembre. Du coup il va pas pouvoir repartir tout de suite. Il va pas pouvoir prendre le départ évidemment avec la flotte là, mais dès qu'il va arriver, il va débarquer son Bernard Stam qu'il a à ses côtés avant de repartir. Donc on va enchaîner deux transats ici à l'image de Kojiro Shirai et que vous connaissez, qui a déjà fait plusieurs fois le Vendée Globe et puis qui est là sur sa monture, qui a fait un départ un peu prudent et qui est juste accompagné de Manuel Sétain sur coup de pouce à côté. Donc on voit, c'est un petit peu ce que Loïs vous expliquait tout à l'heure sur le choix des voiles, on voit moins de voiles déroulées. Alors il était très demandé, vous devriez le voir à l'image actuellement, là, François Gruffant sur son plan Lombard de 2004, un bateau pas tout jeune qui a fait ses preuves, notamment avec Roland Jourdain, et puis avec Johan Richaume qui a navigué dessus sur la Transat Jacques Vabre 2000, je sais plus combien. Ça doit être 2019 je pense. 2019, ouais, il me semble. Et qui avait cette grand voile peinte, donc un bateau très reconnaissable. François Griffon très, très calme à la barre, là on le voit poser à régler son petit Genac aussi, un choix de voile un peu différent des autres, et concentré à lancer son bateau. Et puis derrière, en arrière-plan, vous avez Hublot qui a pris un départ un petit peu plus prudent, même chose, pas de voile de portant pour Hublot. Ils ont décidé a priori de moins fatiguer le skipper, de lui faire son tour de l'île tranquille avant de repartir au près. Et en tout cas là il n'aura pas grand chose à changer en voile avant de s'envoler au près. Il s'est un petit peu planté dans le grain malheureusement.
juste après le départ, mais là les premiers ralentissent, donc il va pouvoir en profiter là pour se rapprocher de la tête de flotte parce que pour pas se faire trop distancer avant d'attaquer le tour de l'île. Et Denis est plutôt donc en haut de l'image, en haut de la flotte, pour les fans de Denis qui sont nombreux sur le chat. Il est à côté d'Initiative Cœur, donc dès que vous voyez une voile rouge, Denis est pas très loin. En arrière de flotte, on a aussi étonnamment un gros régatier, Damien Séguin, sur le groupe Apicile, qu'on voit à l'image. C'est un petit peu étonnant de le voir là, Loïs, mais on l'a vu lofer un peu en catastrophe, un peu sur la ligne de départ, donc je pense qu'il est un peu piégé par un autre bateau. Ouais, alors j'ai pas vu en détail, mais je pense que ouais, il était beaucoup modifié cet hiver avec des très grands foils, une nouvelle étrave, et donc il a une belle arme, je pense, aujourd'hui pour avoir. Il a hâte de la tester là sur des conditions portant un peu fortes. Ouais, pour avoir régaté bord à bord avec lui sur le défi Azimut, on a vu que son bateau avait un gros potentiel, donc ça va être intéressant de voir aussi. Puis il a fait une belle transat Jacques Vabre, malgré la baume cassée, ils ont réussi à revenir et faire un score tout à fait honorable. Je ne sais plus exactement combien ils font au classement, mais dans les 15 premiers, je crois. Ah, bien sûr, hein, sur l'option nord, c'était bien fort. joué. Ouais. Alors le live, on a des questions sur le live qui va effectivement bientôt s'arrêter puisque les bateaux commencent à prendre leur route et puis s'éparpiller un petit peu sur le plan d'eau. On va profiter d'avoir encore quelques batteries sur les drones pour vous offrir quelques panoramas de la flotte et peut-être voir Violette ou Jackie sur le bateau de China Dream et on va essayer de voir un petit peu ses concurrents. On est en train de se faufiler vers eux. En tout cas, comment toi, Loïs, qui a travaillé pas mal avec Romain donc, sur la préparation de la course, est-ce que vous aviez parlé de ce départ? On sait que c'est évidemment des moments qu'on joue pas du tout ici. Comment Romain, ça va être vraiment la bataille des bateaux à dérive ne fait que commencer. On a évidemment d'autres concurrents bien placés, Louis Duc, Human Immobilier, Fabrice Amédéo qui a pris un très bon départ. Mais là, avec Violette et Benjamin juste côte à côte, ça va. On sent qu'ils vont passer. Et en tout cas, Loïs, ça n'a pas l'air trop mauvais ce placement, un peu sous le vent de la flotte. Ils ont l'air de. Certes, il y a du décalage, mais non, peut-être tout à un peu fait, plus ouais. d'air. En fait, ils sont pas très rapides, mais en fait, les bateaux qui sont en train de raser la côte, donc potentiellement de faire un petit peu moins de route, en fait, ils avancent, puis ils s'arrêtent, puis ils avancent, puis ils s'arrêtent. Je suis pas sûr que la moyenne soit meilleure pour les bateaux au vent que pour ces bateaux-là qui sont pas très rapides non plus, mais qui au moins arrivent à garder une vitesse un petit peu plus constante. Voilà, on côte à côte avec Violette. Allez, Violette! Voilà, tous ces fans, vous pouvez lui souhaiter vos meilleurs encouragements. Regardez, elle est concentrée en train d'observer ses voiles, de regarder un petit peu vers quelle zone aller. Allez, on va vous laisser sur ces belles images. Je tiens encore à remercier toute l'équipe de Offshore Social Club qui s'est déplacée pour vous offrir ce live. Certes, il y a eu des petits bugs, mais il faut savoir qu'on fait le maximum pour vous offrir notre zone depuis le milieu de la course, sans hélicoptère, juste et de notre petite caméra d'iPhone, ce live. Donc normal qu'il y a des bugs, et on fait à chaque fois le meilleur pour progresser. Un énorme merci au retour à la base et à la classe IMOCA de nous avoir soutenus pour vous offrir ces images. Allez, on vous dit à très bientôt, restez connectés, et puis bien maintenant place à la carto. Bon vent à tous les skippers. Et rendez-vous à la base. Merci Loïs.